Bon, voilà, là, il a bien voulu. Ouais, là c'est bon. Allez, c'est parti. Mm. Alors, bonsoir. Bienvenue à ce quatrième webinaire que nous co-animons avec Virginie. Bonsoir tout le monde. Je vois pas tout le monde du coup, mais bonsoir tout le monde. Euh, eh ben, nous sommes très, très heureuses avec Virginie d'animer ce webinaire et de proposer quelque chose autour d'une thématique peu développée encore en France, qui est la thérapie par le jeu, la thérapie par le jeu, et en particulier la thérapie par le jeu non directive. Alors, comment ça va se passer? Euh, Nous allons faire un exposé, toutes les deux, de environ 40 minutes. À l'issue de cet exposé, il y aura un temps d'échange de questions qui seront les bienvenues, donc à peu près pendant 20 minutes. Donc en tout, ça sera 1 heure. Si vous avez besoin de clarification au cours de ces exposés, qui se veulent le plus quand même interactifs possible, n'hésitez pas. Mais si c'est des questions autres, gardez-les s'il vous plaît, si vous pouvez, pour la fin de l'échange. Alors un petit mot pour commencer de l'Institut francophone de la relation, puisque si nous faisons ce webinaire et si nous proposons aussi un atelier, une formation dont nous dirons quelques mots à la fin sur la thérapie par le jeu, c'est grâce avec le soutien et sous l'égide de l'Institut francophone de la relation. Alors, c'est quoi l'Institut francophone de la relation? C'est une association, loi 1901, qui est basée à Marseille et qui a été créée par France et Nicole Saradon. Donc, Nicole Saradon habite à Marseille, France Saradon habite au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Et elles ont créé donc IFRE, l'Institut francophone de la relation. IFRE qui promeut et qui aide au développement de deux approches. D'un côté, il y a la méthode ou l'approche, on dit RE, ce qui veut dire Relationship Enhancement, littéralement embellissement de la relation. Donc, c'est tout ce qui est c'est un travail sur la relation, que ce soit en entreprise, d'abord en premier lieu pour les couples, mais aussi en entreprise, dans le cadre du développement personnel pour les personnes seules. Donc, relation, donc méthode RE. Et de l'autre côté, l'autre approche que l'Institut francophone de la relation promeut et développe, c'est la thérapie par le jeu pour lequel vous êtes ici, non directive, et sa petite sœur ou son enfant, je ne sais pas comment on peut dire, qui est la thérapie filiale. Alors, ça ne veut pas dire peut-être grand-chose pour vous en français, parce que ça n'existe pas, mais en anglais, ça se dit comme ça, filial therapy. Et en fait, c'est une thérapie familiale, euh, thérapie familiale autour du jeu et par le jeu. Voilà. Donc, d'un côté, la méthode RE, de l'autre côté, toutes les thérapies par le jeu, thérapie individuelle et thérapie de la famille. Et il y a un point commun, c'est que ces deux courants, ces deux branches ont été créés et développés surtout par un couple de Nord-Américains, Bernard et Louise Guérini, dans les années 60. Voilà, c'est le point commun. Et on retrouve beaucoup de choses, beaucoup de valeurs communes dans ces deux approches. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site d'IFRE, hein, c'est http institut-relation.fr. Alors, très rapidement, on va se présenter avec Virginie. Donc, moi, je suis Lise Natanson, je suis psychologue, psychothérapeute depuis 1994. Et je suis, pour dire rapidement, je travaille beaucoup en libéral, actuellement en libéral, même si j'ai travaillé aussi en institution, notamment dans les écoles, notamment dans le domaine des violences conjugales. Je reçois des enfants, des couples, des familles, des adolescents, des adultes. Et j'ai deux passions, la relation et puis la thérapie par le jeu. En tout cas, c'est deux points d'intérêt forts que j'ai en ce moment et que moi aussi, j'ai envie de développer. Je me suis formée en même temps que Virginie, qui va se présenter après, à la thérapie par le jeu en 2019, avec
une psychologue, thérapeute anglaise qui s'appelle Virginia Ryan, parce que en fait, il n'y avait rien sur ce courant de la thérapie par le jeu non directive, en tout cas tel qu'il a été conçu par Bernard et Louise Guerny. Il n'y avait rien en France. Donc, on s'est formé avec Virginia Ryan. Donc, c'était en langue anglaise. Et à l'issue de cette formation, on s'est formés toutes deux avec un petit groupe de psy, on va dire en général française, à la thérapie familiale par le jeu, thérapie filiale. Donc. Moi, personnellement, bah, en fait, ça m'a permis vraiment, je pense qu'on y reviendra dessus avec Virginie, ça m'a permis de sortir vraiment du bricolage parce que je pense que comme tout psy d'enfant, j'avais une petite table, de quoi dessiner, une petite maison, mais je me sentais un peu maladroite, il me manquait quelque chose, un cadre de référence plus solide et une réflexion plus solide sur vraiment les thérapies d'enfants. Donc, c'est vraiment été ça, une grande découverte et je peux dire même que ça a vraiment bouleversé mon approche professionnelle de l'enfant dans le cadre des thérapies. Voilà, je te laisse la parole pour te présenter, Ouais, Virginie. merci. Donc moi c'est Virginie Lelon, donc je suis psychologue depuis 1999. Alors j'avoue que j'ai un peu le même cursus que Lise parce qu'on se suit et on s'accompagne dans les formations. Du coup c'est un petit peu tout pareil, on va dire ça comme ça. En tous les cas, pour faire écho aux passions de Lise, moi j'en ai deux aussi qui sont ce qu'il y a autour du trauma, parce que je suis praticienne et superviseuse en EMDR, et tout ce qu'il y a autour du coup de la thérapie par le jeu, où d'ailleurs je trouve que les deux peuvent très bien coïncider et on peut en faire quelque chose avec ces deux approches-là pour aider les enfants au mieux. Par rapport à ma pratique, je suis en partie en libéral et en partie dans une association qui s'occupe de la protection de l'enfance, où du coup, je mets ces deux passions, que ce soit le MDR ou la thérapie par le jeu, au service des enfants. Et voilà, ça fait, je vais le dire comme ça, des résultats très intéressants, si je peux parler en termes de résultats, mais en tous les cas, les enfants s'y retrouvent et moi aussi. Et par rapport à la thérapie par le jeu, ce qui fait que nous nous sommes suivis et nous nous sommes accompagnés avec Lise, c'est que, voilà, effectivement, comme elle vient de le dire, je pense que la plupart des thérapeutes pour enfants jouent avec les enfants. Mais moi, il me manquait quelque chose, c'est-à-dire que je voyais bien que les enfants exprimaient quelque chose, mais j'avais l'impression que voilà, je faisais énormément d'interprétations, je prenais ce qui me paraissait le plus cohérent, et c'était aussi, je passais beaucoup de temps à créer des choses pour essayer encore plus de les comprendre, mais bon, sans vraiment de validité, je vais dire ça comme ça, très scientifique. Du coup, la thérapie par le jeu non directive m'a permis d'avoir effectivement un protocole, d'avoir des références et d'aller au-delà de la lecture du jeu, d'aller dans quelque chose de beaucoup plus thérapeutique, parce que jusque-là, en fait, je m'arrêtais à cet aspect, ben voilà, je comprends, je lis ce que l'enfant éventuellement veut me dire, en tous les cas, j'essaye de le faire. Mais là, il y avait non seulement j'ai accès, et en plus, il y a cette option, je vais dire ça comme ça, de thérapie par le biais du jeu. Voilà, me Et concernant. Virginie, je me suis aperçue qu'on n'a pas dit où on était parce que ici, il y a un peu des personnes qui sont des Ah quatre coins oui, de la France. euh, Peut-être tu peux dire moi, je suis dans le nord de la France. dans le nord-nord. Dans le nord-nord, oui. Nord-nord. Et moi, je suis dans le nord, un peu moins nord. Moi, je suis à 40 km au nord de Paris et encore entre le Val d'Oise et l'Oise. Et toi, tu es vraiment carrément Oui, là. je suis entre Arras et Douai, donc un Voilà. peu plus loin que Lille, en fait. OK. Voilà, du coup. Du coup, je vais continuer avec la thérapie par le jeu, parce que j'ai déjà un petit peu dit ce que toutes les deux, enfin toi t'as dit, et puis moi aussi, ce que toutes les deux on avait cherché par rapport à cette notion de thérapie par le jeu. Et je disais tout à l'heure que voilà, moi je restais au stade de lire le jeu ou de visualiser le jeu que les enfants faisaient et d'en faire une interprétation qui était peut-être pas très viable. Et voilà, ce que je trouve d'important avec le jeu, c'est, je pense comme tout le monde un peu le sait, le jeu, il est vraiment constitutif de l'enfant.
Ils représentent vraiment leur façon très spontanée de s'exprimer. C'est vraiment, je trouve, le jeu à prendre comme une langue, comme une expression aussi émotionnelle. Et je pense que c'est par ce biais-là que les enfants préfèrent, on va dire, communiquer et converser. Et en ça, je trouve que toutes les composantes du jeu chez l'enfant sont assez puissantes et en même temps, elles sont très naturelles parce que les enfants facilement y jouent. Alors nous, adultes, je pense qu'on devrait aussi très facilement pouvoir jouer parce que je pense que ça apporte plein de choses. Et dans le jeu, du coup, on a accès aux pensées, aux sentiments conscients et inconscients des enfants. Ces sentiments-là, ils sont exprimés. Et par le biais du protocole de la thérapie par le jeu non directive, je trouve que ça permet vraiment d'avoir encore plus accès, d'approfondir leurs sentiments et les conflits qu'ils sont en train de vivre ou qu'ils ont vécu. Et par là, j'en reviens du coup par rapport à l'EMDR où on a aussi accès à comment ils ont vécu certains traumas et ce qui leur reste. Et voilà. Donc ça permet vraiment, j'ai envie de dire, une ouverture d'esprit et une ouverture de compréhension de où en est l'enfant à ce moment-là dans le jeu. Est-ce que tu veux dire un petit mot d'introduction de l'extrait On qu'on... fait on fait la petite vidéo. Du coup, voilà, là, on a prévu de vous montrer effectivement un extrait pour spécifier encore plus et de l'avoir en image plutôt que d'avoir les paroles de la thérapie non directive par le jeu. Donc, c'est un extrait d'une séance d'un des pionniers de la thérapie par le jeu non directive qui est Gary Landress. Donc, voilà, c'est un extrait, hein, mais vous verrez déjà, et on en reparlera après, de la position du thérapeute, de ce qui se passe, de comment on installe un petit peu cette thérapie. Ok, alors c'est parti et vous me direz si vous entendez bien. Faites-moi juste un petit signe pour me dire si tout Mm. est ok. C'est parti. Some people wear it. Some people wear it like that, you think. Mhm. Some wear it like that. Looks like it can go any way you want it to go. So it can be like that. Mhm. And you've got it on. Bye. And you're all ready to fix it. What's in your ears? Your whoops. Kind of hard to hold on to that. And you're checking me. I can feel you checking me right there. You're holding it very still. It was beeping. So? So you're just removing it. Okay. Our time is up for today in the playroom. It's time to go down to the waiting room where your mom is. Ok. Là. Bon, j'espère que ça a été. J'ai pas vu qu'il y avait eu de problème avec le son. Euh, J'espère que vous avez apprécié. C'est un petit passage. Gary Landress est déjà assez âgé là dans cet extrait, mais on trouvait intéressant avec Virginie. C'est un des pionniers vraiment de la thérapie par le jeu non directive, façon Louise Garnier. Et peut-être que vous avez vu déjà dans cet extrait comment le thérapeute est proche de l'enfant. Même si là, il est assis sur une chaise, habituellement, on est vraiment au niveau de l'enfant, mais comment il est proche et surtout comment il suit l'enfant. Et c'est ça l'approche non directive, c'est vraiment en premier lieu
de suivre l'enfant, vraiment. C'est l'enfant qui donne la direction. C'est l'enfant qui est le leader. Alors pourquoi on parle d'approche non directive? Juste un petit mot, c'est que c'est par opposition, évidemment, à des approches par le jeu plus directives que peut-être pour certaines parmi vous, je dis certaines parce que je crois qu'il n'y a que des femmes ce soir, mais que vous connaissez peut-être. Donc là, c'est une approche résolument non directive qui se situe dans le courant humaniste rogérien, dont Virginie va vous parler après. À quoi ça sert la non-directivité, là, dans cette approche développée par Louise Guerney, Louise et Bernard, mais c'est surtout Louise, en fait, Guerney qui a développé cette approche. La non-directivité, elle permet de respecter vraiment le rythme de l'enfant. Et tout à l'heure, Virginie parlait des psychotraumatismes de l'enfant. Euh, Ça va permettre, cette non-directivité, elle va permettre de prendre le temps avec l'enfant. L'enfant, il sait qu'il n'est pas acculé à parler de ses difficultés, de ce qui fait mal, voire de ce qu'il a tenté d'enfouir plus ou moins de son champ de conscience. Il sait qu'il va pouvoir le faire à son rythme quand il va être prêt. Et c'est la grande, enfin, une des grandes forces, en tout cas, de cette approche non directive. Moi, je suis assez souvent surprise de cette capacité qu'ont les enfants quand ils sont prêts à travailler la question dont qu'ils ont besoin de travailler. Et j'ai un souvenir très net d'un petit garçon de 8 ans que j'avais commencé à voir avant le confinement et qui construisait une cabane de protection avec des coussins, puis il y avait les épées pour se protéger et pour combattre. Et tout ça était disposé dans mon cabinet, parce que dans un cabinet, évidemment, de thérapeute par le jeu, il y a un certain nombre de jeux. Peut-être que vous aurez des questions après dans le temps d'échange, on pourra en répondre. En tout cas, c'est quelque chose qu'on abordera, on vous dira après dans un atelier qu'on va animer aussi avec Virginie prochainement. Et encore plus dans la formation, évidemment, intensive. Euh, donc oui, je me suis perdue en route avec cette parenthèse. Oui, je disais que j'étais étonnée parce que ce garçon, après le confinement, je l'ai revu, donc c'était à peu près 2 mois après, il m'a dit, tu te souviens où on en était? Alors j'ai dit, bah oui, je crois me souvenir à peu près. Et il me dit, alors, et il a remis exactement la salle, il a redisposé la salle exactement comme elle était, avec les coussins, cabane dans le même endroit, les épées, c'était presque au millimètre près, comme s'il reprenait le récit qu'il avait commencé juste avant le confinement. Parce qu'il savait qu'il était en train de travailler ça et que c'était ça qui était important pour lui à ce moment-là. Donc ça, c'est le premier intérêt. Un autre intérêt que je vois de l'approche non directive, c'est que ça permet vraiment une compréhension globale de l'enfant. Hein, vous savez, les parents, parfois, ils viennent pour un problème et c'est parfois et assez souvent pour des problèmes de comportement. Mais là, ça ne se résume pas, on ne voit pas l'enfant pour un problème de comportement. Bien sûr, on reçoit les parents et c'est très important, vous en parlerez après, les parents sont vraiment des alliés du processus thérapeutique dans la thérapie par le jeu non directif. Mais euh, voilà, l'enfant est vu dans son entité, comme un être en devenir, avec un potentiel, et un être qui va se transformer, et qui, si on lui donne toutes les conditions autour de lui, qui va pouvoir développer vraiment le meilleur de lui-même et réparer ce qui doit être réparé dans sa vie, dans son psychisme. Le troisième point que je voulais aussi vous citer par rapport à l'intérêt de cette non-directivité, c'est que l'enfant, comme c'est non-directif et que c'est lui qui donne la direction, c'est lui qui est le leader, eh ben, il va éprouver un sentiment de contrôle. Et on sait que c'est important, et notamment dans les psychotraumatismes, que vraiment l'enfant puisse éprouver ce contrôle. Alors de façon plus générale, les enfants ont peu de contrôle sur leur vie, même si on pense le contraire. On sait très bien que finalement, c'est les parents, les éducateurs qui choisissent beaucoup pour l'enfant. Là, l'enfant va être placé en situation de choisir. C'est lui qui va choisir ses activités, c'est lui qui va choisir comment il veut utiliser l'activité. Même si c'est, par exemple, il y a quelques jeux de société, il peut très bien choisir d'inventer les règles du jeu, de ne pas suivre les règles du jeu standard, on va dire. C'est lui qui va dire, voilà, toi tu fais ça, toi tu es la mère,
Tu dors tout le temps, tu es sur le canapé. Alors moi, la nuit, j'en profite, je sors et je fais n'importe quoi dans la maison. On suit l'enfant. Hein. Là, je vous parle par exemple, du jeu imaginaire. Donc, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait comme ça? Il contacte ses ressources intérieures et ça va renforcer son sentiment de compétence et donc la confiance qu'il peut avoir en lui. Dans l'extrait qu'on a vu là avec Gary Landress, on peut voir comment il suit, comme je disais tout à l'heure, la direction de l'enfant et on peut imaginer comment pour cette petite fille, hein, qui est vraiment une petite fille de quelques années là, comment ça peut l'aider à se sentir importante, aimable, autonome et forte aussi. Hein. Le dernier point pour finir sur cette partie, c'est que l'intérêt que je vois de la non-directivité, c'est que cette approche, elle s'adresse vraiment à un très large public, tant du point de vue de l'âge, puisqu'on va c'est à peu près 3 à 12-13 ans, on va dire, que du point de vue des difficultés. Parce que ça peut être des enfants anxieux, des enfants qui ont des troubles qui viennent pour des troubles, en tout cas c'est le symptôme d'appel des troubles du comportement, un manque de confiance, un enfant inhibé, des expériences évidemment traumatiques, un problème de santé, ou des problèmes d'apprentissage, etc., etc. Donc on voit que les problématiques, les situations que peut traiter la thérapie par le jeu non directif sont vastes. Voilà. Et donc, on va vous dire quelques mots sur les fondements théoriques de cette approche. Alors, du coup, pour reprendre tes mots, Elise, quand tu parlais tout à l'heure des conditions données pour la sécurité de l'enfant et pour avoir accès à tout ça, c'est effectivement, du coup, sur quel fondement la thérapie par le jeu non directive est basée. Alors, une des premières choses, donc il y avait la non-directivité et il y a aussi les principes rogériens que Virginia Axline, elle a adapté en appliquant ces principes rogériens en fait au champ des enfants et au travail avec les enfants. Dans ces principes, il y a le regard positif inconditionnel. C'est donc pour reprendre le même exemple que Lise, c'est effectivement quand vous voyez Gary Landress qui est le corps en avant, qui est voilà, qui regarde vraiment et je voyais tout à l'heure passer un petit message où c'était marqué il valide ce que fait l'enfant et effectivement ou dans le fait de refléter tout ce qui se passe, il valide ce qu'il fait et que c'est ok, que ça voilà, que ça se passe comme ça. Il concentre vraiment son attention sur l'enfant et sur cette petite fille dans l'exemple. C'est vraiment de ce fait-là une acceptation totale et inconditionnelle de l'enfant. Alors, dans l'acceptation totale et inconditionnelle de l'enfant, moi, à chaque fois, ça me fait penser à cette petite fille que je voyais, que je vois toujours d'ailleurs en thérapie par le jeu, qui a toujours son nez qui coule, qui coule, qui coule, qui coule, et que c'est franchement pas très super à regarder ou à voir. Et qui, ben, pourtant, avec ce regard positif inconditionnel, ben, c'est d'accepter que ce nez rempli coule et que cette petite fille ne fasse rien par son nez enfin avec son nez, ne s'essuie pas, n'y pense pas, et du coup d'être juste là, voilà, juste lui proposer et lui dire que au cas où elle en ait besoin, il y a un mouchoir qui est là, et puis de laisser faire et de voir ce qui se passe. Peut-être qu'elle se mouchera. Moi, il y a des moments, je l'espère, parce que c'est difficile pour moi de voir ce nez qui coule, mais souvent, elle ne le fait pas. Ensuite, dans les principes rogériens, il y a la congruence, donc c'est l'authenticité hein, du thérapeute, c'est-à-dire vraiment cette capacité à être en contact avec la complexité des sentiments, des pensées, des attitudes qui traversent l'enfant, mais aussi qui, du coup, nous traversent en tant que thérapeute quand on est dans l'accompagnement des enfants, là en particulier. Et le troisième principe important que tout le monde connaît, c'est l'empathie, d'être vraiment voilà, dans cette empathie bienveillante vis-à-vis de ce qui se passe avec les enfants. Donc ça, les principes rogériens qui sont appliqués au champ de l'enfant, c'est vraiment euh, le plus important avec la non-directivité. Et ensuite, il y a eu des ajouts pour que ce soit encore plus repérant, j'ai envie de dire. C'est des fondements théoriques qui sont la théorie de l'attachement, c'est-à-dire que, ben, comme dans toute thérapie, il y a quelque chose de l'ordre du lien de l'attachement qui se joue, et les étapes du développement de l'enfant selon Erik Erikson, qui nous permet, en fait, par rapport à ces étapes du développement, en le comparant au jeu, de savoir à peu près, je vais le dire comme ça avec des gros guillemets, à quel niveau l'enfant se situe. Et tout ça, ça nous permet d'avoir quelque chose
j'ai envie de dire, de plus objectif, en tous les cas, de la matière à travailler avec l'enfant et de pouvoir aussi renvoyer aux parents. Lise parlait tout à l'heure de l'implication des parents dans la thérapie par le jeu non directive, en tous les cas. Ça nous permet voilà, d'avoir une sorte de référentiel et d'être dans la discussion et dans l'échange de ce qui se passe pour les enfants avec les parents. Donc voilà au niveau des fondements théoriques. Merci Virginie. Donc, s'il n'y a pas de questions à ce sujet, je veux dire très rapidement pourquoi se former en tant que professionnel de la psychologie à la thérapie par le jeu non directive. Ben parce que, en fait, d'abord, cette formation, elle est inédite, c'est-à-dire elle est enseignée, elle va être enseignée pour la première fois en langue française, parce que je vous disais qu'avec Virginie et quelques autres, on s'était formés, mais en langue anglaise. Et donc, c'est vraiment une première. Le jeu, c'est vrai que nous, ça nous paraît bizarre, mais on est très dans la théorie en France, on est très dans la tête. Et c'est pas pour rien, je pense que pendant longtemps, le jeu, on l'a un peu mis de côté, même si les thérapeutes aussi, quand même, il y a beaucoup de thérapeutes quand même qui jouent, et les psychanalystes aussi utilisent le jeu, mais quand même, on joue pas comme dans les pays anglo-saxons, par exemple. Et cette approche, en tout cas l'approche par le jeu non directif de Louise Guernet, elle est répandue. Elle est très répandue évidemment aux États-Unis, en Angleterre, mais aussi dans beaucoup de pays du monde. Il y a eu beaucoup de recherches qui sont très intéressantes et qui montrent l'efficacité de l'approche. Mais en France, elle est, on va dire là encore, c'est balbutiement, quoi. Alors, l'autre intérêt que moi je vois, c'est que il y a alors, plus qu'un protocole, parce que c'est quand même pas un protocole, puis on a eu tellement de protocoles là pendant ces 3 ans que je préfère le mot guide. En fait, elle donne un guide, et elle est un guide, un guide simple et balisé. C'est-à-dire qu'un thérapeute débutant par le jeu, en tout cas thérapeute par le jeu non directif, sait qu'il y a une façon de commencer la séance, une façon de finir la séance, c'est-à-dire ça fait partie de la structuration de la séance. Il y a une façon d'entrer dans le jeu imaginaire de l'enfant, il y a une façon de suivre l'enfant, d'aimer de l'empathie, du verbal et du non-verbal, puisque ce sont des enfants qui a énormément, il y a 80% de non-verbal. Tout ça d'ailleurs dont je vous parle là, c'est quelque chose qu'on reprendra de façon plus précise dans l'atelier et donc dans la formation intensive qui aura lieu pour la formation au printemps prochain, printemps 2024. Et pour l'atelier, je ne sais plus, c'est le 17 novembre, je crois, Virginie, je ne sais Oui, plus. c'est ça. C'est le 17 novembre. Ouais. Ça c'est 4 heures et la formation, l'atelier sera en visio, la formation sera en présentiel. Donc voilà, c'est un guide simple et balisé qui permet à un thérapeute, même qui débute avec cette approche non directive, d'y aller tranquillement. Après, évidemment, c'est comme pour tout, c'est aussi un art, enfin pour toutes les thérapies, c'est un art, et donc, même si c'est simple au départ, bah, il y a une possibilité infinie d'évoluer, de se perfectionner, de comprendre, d'aller dans les subtilités, la thérapie par le jeu, c'est ça qui est, selon moi, passionnant. À toi, Virginie, peut-être tu peux me faire un petit retour d'expérience avant la Oui. prochaine slide, si tu veux bien. Du coup, là, on va vous évoquer certains enfants qu'on a suivis ou qu'on suit encore. Alors, moi, j'avoue qu'en regardant ceux que j'avais vraiment envie de vous parler, ils ont à peu près ils ont 6 et 8 ans, mais au cas où, s'il y a quelqu'un qui veut un exemple un peu plus pour les ados, voilà, j'avais suivi un jeune garçon de 12 ans. Mais c'était voilà, ces deux-là qui m'avaient vraiment marqué, d'autant que il y a Léa, la petite fille de 6 ans, et je la vois encore et je trouvais que pour ce soir, c'était bien intéressant. Donc Léa, elle a 6 ans, c'est une petite fille qui a été placée pour carence affective, éducative, absence de stimulation, et elle a un syndrome d'alcoolisme fœtal. Et elle fait souvent des colères. Elle se masturbe aussi beaucoup. Et voilà, c'est un petit peu compliqué pour les autres adultes je vais le dire comme ça, de la gérer, en tous les cas, de passer des bons temps avec elle. Et elle est assez éparpillée aussi. Et donc, on a commencé la thérapie par le jeu. Et
les 3 premières séances. Donc voilà, elle joue avec tout ce qu'il y a à disposition. Elle en met partout d'ailleurs, comme un peu. Et à la fin, c'était toujours très compliqué. C'est-à-dire que quand je lui annonçais, parce que donc pour reprendre le terme de Lise dans le guide, pour pas dire protocole, on prévient les enfants quand c'est la fin parce que c'est effectivement un temps bien défini. Et ils retrouvent toujours ce même temps. Voilà, il y a quelque chose comme ça de l'ordre de la fiabilité du cadre et de l'ordre aussi voilà, de la cohérence, etc. Et c'est ce qui fait le lien avec la théorie de l'attachement. Et en fait, quand je la prévenais que ça allait bientôt se terminer, elle claquait tout et elle me claquait même la porte. Et des fois, j'avais même un peu peur parce qu'elle partait comme ça et j'avais toujours peur qu'elle aille dans la rue parce que la porte allait très vite sur la rue. Mais elle oubliait toujours quelque chose dans mon bureau. Et donc, elle revenait en claquant des pieds, en disant, je suis en colère et je suis pas d'accord. Mais avec son manteau, elle savait pas trop quoi faire. Donc, elle disait, bah, est-ce que tu peux m'aider quand même, toute gentille. Puis, à chaque fois, elle me disait, mais je suis quand même en colère. Puis, elle repartait comme ça. Et au bout d'un moment, je lui ai dit, mais au début de la 3e séance, je lui ai dit, écoute, Léa, je trouve que c'est compliqué d'arrêter la séance à chaque fois. Voilà, je vois que tu es très en colère. C'est OK d'être en colère, mais tu claques la porte. Et puis moi, j'ai quand même un peu peur que tu ailles dans la rue parce que je vois tellement que tu es animée par cette colère. Donc, il faut qu'on trouve quelque chose pour que ça aille mieux pour toi. Et en fait, là, Léa elle me répond, mais là, aujourd'hui, je ne vais pas m'énerver comme ça parce que à chaque fois, je sais que je reviens et à chaque fois, je sais qu'il n'y a rien qui bouge. Donc, ça va aller. Et effectivement, elle est partie, ben, elle a strictement rien dit. Elle est partie, elle m'a dit à la prochaine fois et tout allait bien. Elle l'a refait une fois où elle était en colère parce qu'il y avait eu, avec des congés, etc., une rupture, une interruption en tous les cas de 15 jours. Donc, elle me l'a refait une fois. Et puis là, je l'ai revue en fait, enfin, après toutes les séances, hein, mais hier, je l'ai vue et en fait, j'ai remarqué qu'elle avait mis en point une stratégie pour éviter justement qu'elle m'entende dire il reste 5 minutes, il reste quelques minutes, mais que ce soit elle qui décide d'arrêter en fait. Donc, aussitôt que je lui dis qu'il reste 5 minutes, elle dit oh là 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 là. Et puis, elle commence à s'apprêter, elle dit bon, bah, elle dit j'arrête là. Et en fait, il reste peut-être allez, 2 minutes, mais c'est elle, du coup, qui décide d'arrêter. Et elle m'entend pas dire que c'est la fin. Du coup, c'est elle qui décide. Et je trouve ça vraiment chouette qu'elle puisse le faire comme ça, parce qu'effectivement, elle est dans je sais que je peux compter, je sais que le temps est fiable, je sais que je vais retrouver tout mon temps après, que je retrouve tous mes objets. Et enfin voilà, j'aimais bien cet exemple-là pour parler du cadre. L'intérieur de la séance, elle est toujours aussi intéressante avec Léa, mais je trouvais que c'était chouette de parler de ce cadre-là et du coup de cette fiabilité qui est en lien avec l'attachement. Voilà. Ouais, elle a vraiment fait l'expérience que le cadre, que tu lui offres un cadre sécure et que Oui, c'est ça. C'est ça. ça bouge pas, elle a dit, hein, c'est ça, ça Oui, revient. ça bouge pas, oui. Puis elle sait qu'elle peut revenir en fait. Quelle que soit sa décision, le cadre ne bougera pas et elle sera toujours accueillie. Et je trouve ça, c'est très rassurant, je trouve aussi. Ouais. Oui, c'est plus supportable pour Léa de décider. C'est ça. Ok. Alors, et la famille dans tout ça? Donc, on a rajouté par rapport aux 3 précédents webinaires un slide sur la famille. Euh, Parce que c'est une question qui se pose et qui est souvent posée, c'est comment on travaille dans cette approche avec les parents. Euh, Mhm. alors peut-être que tu peux aussi le développer. Quel est le rôle des parents dans la thérapie par le jeu non directif? Quel est le rôle des parents quand cette fois c'est la thérapie familiale par le jeu, c'est-à-dire la thérapie Oui, familiale? la thérapie. Alors, les parents, ils ont des places un petit peu différentes et, en tous les cas, moi, je trouve, dans la thérapie par le jeu, on va voir et recevoir les parents au bout de quelques séances pour à chaque fois leur faire des retours. Alors, non pas ce qui se passe dans la séance, mais de ce qu'on comprend, de où ils en sont. Aussi, du coup, voilà, s'il y a par exemple un peu des stratégies de la part des enfants, de ce qu'on peut faire, comment on peut les accompagner mieux, on va dire ça comme ça, au niveau du quotidien. Si par exemple il y a des choses à adapter par rapport à l'école, enfin, je pense du coup aux jeunes ados là, dont je parlais tout à l'heure, qui en fait, dans le cadre de la thérapie par le jeu, on comprend assez vite, du coup, notamment avec la grille d'Erikson, avec les étapes du développement,
que c'est un jeune garçon qui se sent être un bon garçon que s'il est dans de la compétence. C'est-à-dire que plus il est compétent, plus il peut être considéré comme un bon garçon. Et au niveau scolaire, c'était important de pouvoir donner cette explication-là, parce que c'était un jeune qui savait vraiment très peu lire et écrire, pourtant à 12 ans, et de pouvoir montrer que, ben voilà, il fallait, en tous les cas, de prêter attention à cette notion de compétence et à le valoriser et à le rassurer que voilà, qui savait faire des choses et en même temps que c'était pas ça qui venait le définir complètement. Et c'en est arrivé au point que ce jeune ado, quand il y avait des contrôles et il avait tout le temps peur des contrôles, ben, il décidait qu'il avait mal au ventre, bref, on devait aller le rechercher à chaque fois. Mais en même temps, cette stratégie-là, ça lui permettait de ne pas rentrer dans la violence, parce qu'aussitôt qu'il avait peur de quelque chose et qu'il allait être pris en défaut parce qu'il savait pas bien écrire, parce qu'il savait pas bien lire, parce que l'anglais, c'était pas terrible pour lui, ben, il rentrait dans de la violence. Et là, au lieu d'être violent pour être exclu, eh ben, il prenait plutôt la stratégie de se dire, ben, je me sens pas très bien, et du coup, on venait le chercher et c'était quand même plus tranquille pour lui. Et quand on comprenait tout ça et qu'on voyait à quel niveau il était, que c'est qu'il avait besoin de cette compétence, de montrer tout ce qu'il fallait faire, c'était plus facile pour l'école de pouvoir ajuster. Et aussi, chez nous, en tous les cas, moi je le voyais dans le cadre de mon travail salarié, pas en libéral, c'était aussi plus facile pour les éducateurs de pouvoir gérer autrement ce jeune garçon. Donc, dans la thérapie par le jeu, la place des parents, c'est vraiment un échange sur la compréhension, sur les fonctionnements et quelle place ils peuvent avoir auprès de l'enfant par rapport à ça. Euh, c'est bon pour toi, Lise? Tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça ou ça va? Non, non, ça me va bien. Ils sont vraiment des alliés, en fait. Et C'est on les ça. voit régulièrement, on les voit à peu près, tout ça. Alors, ça dépend, mais disons Mm. que en moyenne, je sais pas, c'est quelque chose comme toutes les 6 séances. Ouais, les différences, ouais, c'est ça. Parce que vraiment, comme dit Virginie, il ne s'agit pas de trahir la confidentialité des informations, donc on ne dit pas les activités, mais Mm. par contre, on donne des billes aux parents, puisque c'est eux qui sont au quotidien et c'est eux qui travaillent avec l'enfant, c'est eux qui vivent avec l'enfant, pardon, et donc Mm. ils ont besoin vraiment de se sentir compétents. Mais ils se sentent encore plus compétents quand ils peuvent dans la thérapie filiale, mais ça, je te laisse. C'est ça. Ça, j'y arrive. Du coup, dans la thérapie filiale ou la thérapie familiale par le jeu, là, on invite le ou les parents ou les personnes qui s'occupent des enfants. Je dis ça par rapport moi à mon travail. Et ils deviennent en fait co-thérapeutes, c'est-à-dire qu'on leur enseigne, si je résume un peu ça, on leur enseigne la thérapie par le jeu pour qu'ils le fassent avec leurs enfants et que ça puisse après se généraliser au quotidien. C'est-à-dire qu'après, ils sont plus entre guillemets, dans l'obligation d'avoir un temps spécial de jeu avec l'enfant. Il y a des choses comme ça qui vont s'automatiser et qui vont être généralisées dans le quotidien, comme par exemple, je sais pas, la pose de cadre ou la pose de limite. Et parce que l'enfant, ils comprennent que tel cadre, c'est mieux pour l'enfant, etc. Et du coup, ils ont vraiment une part très active et voilà, on leur enseigne quoi faire des jeux avec les enfants, quoi faire de cette relation avec l'enfant, comment l'investir, l'alimenter, comment la vivre aussi. Et pour que toute la systémie au sein de la famille avec l'enfant soit beaucoup plus sereine. Et ça passe du coup par le jeu, de comment on se positionne en tant qu'enfant, en tant qu'adulte et en tant que thérapeute, tous ensemble dans cet espace de jeu et dans cette pièce et ce moment particulier spécial pour l'enfant. Ouais. Oui, c'est ça, c'est que c'est un vrai. En fait, on leur transmet vraiment Mm. les compétences. C'est vraiment un enseignement des compétences parce qu'on ne peut pas dire qu'ils soient co-thérapeutes comme ça, d'un claquement de doigts, évidemment. Ouais. Ils sont co-thérapeutes parce qu'on leur transmet. Il y a des séances où on les voit avec les enfants, avec pas juste un enfant cette fois, mais avec Mm. la fratrie. Il y a La des fratrie, séances ouais, ouais. il y a des Mm. séances où on va leur transmettre de façon structurée les compétences principales. Donc, on a évoqué tout à l'heure l'empathie, comment structurer une séance, comment mettre des limites, comment rentrer dans le jeu imaginaire. Et puis ensuite, ils sont supervisés par le thérapeute, par nous, en fait, en tant que thérapeute filiale. C'est-à-dire que d'abord, ils vont venir jouer avec leur enfant et on va leur faire un feedback juste après dans nos cabinets. Et puis après, ils vont le faire chez eux.
Et enfin, quand c'est en tout cas là je parle des cas des familles, et chez eux, ils filment et on travaille sur la façon d'entrer en interaction avec l'enfant, sur le lien d'attachement, sur ensuite la généralisation dont parlait Virginie, c'est-à-dire l'extension de tout ce qu'ils ont appris dans le jeu, en effet, dans dans leur vie quotidienne. Donc c'est tout un processus, ça se fait pas comme ça, c'est très pensé, mais c'est vraiment quelque chose qui moi, me passionne parce que je trouve que enfin, en tout cas moi, c'est mon expérience peut-être de maman. J'ai deux grands-enfants maintenant qui ont bientôt 20 et bientôt 15 ans, mais mon fils, quand il était petit, j'aurais eu besoin vraiment de trouver ça, de trouver quelqu'un qui puisse me dire comment jouer de façon thérapeutique avec lui, de façon à l'aider, et non seulement à l'aider, mais aussi à embellir les relations. Parce qu'il y a cette idée dans la thérapie familiale autour du jeu qu'on travaille sur l'enfant, mais qu'on travaille sur la relation. C'est vraiment une approche systémique. Hein. C'est vraiment, ça s'inscrit dans le courant toujours de la thérapie par le jeu, mais aussi de l'approche vraiment systémique. Et donc, ce que je trouve intéressant dans l'approche filiale, dans la thérapie filiale, c'est que les parents, ils peuvent se sentir à nouveau compétents, et c'est vraiment réparateur au niveau du lien, du lien avec leurs enfants. C'est ça que je trouve très, très beau et très, très précieux. Et pour moi, c'est ça aussi le génie de Louise Guerny, c'est d'avoir permis ça, quoi. Comme Bernard, son mari, a permis ça dans la méthode RE aussi, c'est de rendre les gens autonomes dans leurs relations et de leur rendre leur souveraineté, qu'ils se sentent à nouveau compétents dans leur relation. C'est ça qui est touchant aussi, je trouve, dans la thérapie filiale. Ceci dit, il y a des contre-indications. Les contre-indications, c'est si l'enfant est vraiment violent, très violent, il frappe par exemple ses parents, ou bien une autre contre-indication, c'est si on suspecte évidemment de la maltraitance. Alors si on suspecte de la maltraitance, on ne va pas commencer par la thérapie filiale, euh, on va commencer peut-être par une thérapie par le jeu et voir après. Et puis la thérapie filiale, ben, ça demande du temps, ça demande quand même un engagement, donc un engagement dans le temps, un engagement financier, et ça demande certaines capacités aussi cognitives, de pouvoir élaborer cognitivement, et surtout des capacités émotionnelles. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai eu une situation d'une enfant qui avait 8 ans, 7 ans au départ. Cette petite fille, elle avait une maman extrêmement dépressive. Donc, elle m'a été adressée parce qu'elle était renvoyée, elle était en CP, mais elle était renvoyée sans arrêt de l'école, ce qui est assez rare hein, pour une enfant de cet âge-là, parce qu'elle prenait des ciseaux, elle les balançait dans la tête des autres élèves ou de la maîtresse. À la récréation, elle marchait, elle écrasait le pied de ses petits copains, etc. Bon, elle avait des comportements violents. Et donc l'école savait pas quoi faire. Il se trouve que la maman était extrêmement dépressive et qu'elle n'avait pas fait le deuil du tout de son propre père, et que le père de cette petite fille avait un vécu aussi très très lourd de psychotraumatismes nombreux dont il n'était pas du tout conscient, mais il avait un parcours dans l'aide sociale à l'enfance, il était passé de famille en famille, il avait vécu maintes violences. La maman, elle aussi de son côté, même en famille, avait vécu d'ailleurs des violences sexuelles. Bref, les parents n'étaient pas émotionnellement en état, dans un premier temps, de s'occuper vraiment de leur petite fille. Et donc, la première chose, par exemple, la première chose avec cette petite fille que j'ai fait, c'est une thérapie par le jeu, non directive. Et puis, petit à petit, j'ai demandé aux parents d'être présents 15 minutes. J'ai vérifié que les parents étaient d'accord et je leur ai demandé s'ils pouvaient être présents à la fin des séances pour qu'ils puissent voir déjà comment je pouvais faire. Et puis petit à petit, ça s'est transformé en thérapie filiale quand les parents ont été un peu plus stables et qu'ils ont pu s'investir d'une façon régulière, parce que ça c'est vraiment important pour les enfants, sinon ça retraumatise si le parent dit oui, je vais le faire et ne vient pas. Donc j'ai pu dans un deuxième temps engager une thérapie familiale, une thérapie filiale avec la famille de cet enfant. Voilà. Il y a des familles pour lesquelles ça va être que la thérapie par le jeu, d'autres avec lesquelles on va pouvoir faire tout de suite la thérapie filiale, et d'autres qui passent d'abord par la thérapie par le jeu avant une thérapie plus familiale.
la thérapie familiale, ça a ça d'intéressant aussi, c'est que ça ne stigmatise pas un enfant. C'est plus l'enfant symptôme, puisque on va voir toute la fratrie, comme je disais tout à l'heure, dans la thérapie filiale. Donc, c'est un autre avantage. Alors, pour aller plus loin, on l'a évoqué tout à l'heure, vous avez compris que on a à cœur avec Virginie vraiment de promouvoir cette approche, et c'est pour ça que on a mis au point une formation basée sur les enseignements qu'on a reçus et qu'on reçoit toujours. Enfin, en tout cas, on est toujours supervisé par deux thérapeutes anglaises actuellement avec Virginie. Donc, on promeut cette formation qui va débuter au printemps prochain, en février, exactement 7-8 février, 14-15 mars, à la Morlaix, c'est dans l'Oise, donc avec une possibilité d'hébergement. Et c'est une formation intensive, c'est-à-dire c'est 4 jours vraiment de thérapie où on découvre, on brosse vraiment tous les aspects de la thérapie par le jeu assez rapidement, suivi de façon plus espacée. On n'a pas encore mis les dates, mais ça sera plus espacé de 3 jours de supervision de groupe. Donc là où les personnes, les participants vont pouvoir apporter du matériel vidéo pour pouvoir travailler dessus. Et s'additionne à tout ça 8 supervisions individuelles avec différents thérapeutes, donc Virginie, moi, mais il y a aussi 3 thérapeutes qui peuvent être superviseurs et qui sont actuellement en Angleterre. À qui ça s'adresse, cette formation? Ça s'adresse en priorité aux psychologues, aux pédopsychiatres, aux psychopraticiens qui travaillent avec les enfants, donc aux psy, parce que c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas une formation, on aimerait bien que ça soit une formation primaire et pouvoir que tout le monde se forme, mais pour le moment, on l'a conçue en fonction de la législation française pour que ça soit c'est une formation secondaire, c'est-à-dire qu'on s'adresse, c'est complémentaire, en fait, d'une approche d'une formation de base en tant que psychologue, psychopraticien, pédopsychiatre. Et avant cette formation, parce que comme c'est vraiment nouveau, on avait aussi à cœur avec Virginie de proposer un atelier qui cette fois serait en ligne, qui est plus simple. Il y a déjà des personnes qui se sont inscrites. C'est un atelier de 4 heures, donc qui sera donc en visio, dans lequel on va parler de situations pratiques et on va expliquer vraiment toutes les capacités dont on parlait tout à l'heure, à savoir qu'est-ce que c'est concrètement l'empathie, hein, parce que c'est un mot un peu tarte à la crème, tout le monde connaît, mais vraiment comment ça se manifeste avec l'enfant dans l'empathie verbale et non verbale, comment on suit le lead de l'enfant, comment on structure la séance, comment on met des limites, comment on entre dans le jeu imaginaire. Donc, on va aborder tout ça. C'est une introduction à la formation. Donc, on ne va pas former les personnes à pouvoir manier ces outils et ces compétences, mais par contre, ça sera beaucoup plus approfondi, évidemment, que là, dans le cadre du webinaire. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est bon pour moi. OK. Donc, les inscriptions sont ouvertes sur le site d'IFRE. Et il y a déjà donc des inscrits et pour la formation et pour l'atelier en ligne. La formation, elle se fera en petit nombre, donc ça sera, on avait dit avec Virginie, entre 6 et 9 personnes maximum. Oui, c'est ça. Okay. À votre écoute pour toutes vos questions. On a un peu dépassé. Il y a eu quelques questions dans les messages, mais je n'ai pas accès aux messages. Alors, comment tu peux reconnaître, différencier l'approche avec les parents? Alors, Patricia, est-ce que tu peux expliciter comment... Oui, oui, oui. Je voulais savoir comment en fait, qu'est-ce qui te faisait penser adapter l'approche, entre guillemets, avec les parents, à savoir si tu t'orientes plus sur une thérapie familiale ou Ouais, par rapport au jeu. Tu vois ce que je veux dire, ouais. la Alors, subtilité, le ressenti. ouais. Tu veux, je réponds ou tu veux répondre, Non, Virginie? non, vas-y. Ah, bah, il y a Vas-y. quelqu'un qui arrive. OK. Euh, En fait, c'est vraiment, d'où l'importance vraiment de prendre le temps avec les parents d'examiner la demande. Et
on fonctionne souvent comme ça en thérapie par le jeu, et même en thérapie filiale, c'est qu'on on reçoit les parents et on se rend compte de leur motivation. C'est un élément très important, la motivation. Parce que parce qu'il y a des parents, je disais, c'est vrai qu'ils peuvent avoir des gros problèmes émotionnels, voire même des psychotraumatismes importants, invalidants, mais qui ont tellement envie que ça peut être une indication, hein, s'il y a cette force, cet élan vital à l'intérieur d'eux pour travailler sur la relation avec leur enfant, qu'ils ont envie de vraiment mettre le paquet là-dessus, ça peut se faire. Mais on se rend compte assez rapidement, quand même, je crois, enfin, dans mon expérience, si les parents sont prêts ou pas prêts. Puis simplement, on peut leur dire moi, je dis toujours qu'il y a plusieurs approches. Il y a aussi du coaching parental, là, dont on n'a pas parlé parce que ce n'est pas l'objet, mais ça pourrait être du coaching parental ou ça pourrait être une thérapie du parent aussi. Donc, il y a pas mal de. Après, on peut aussi orienter vers d'autres personnes. Ça peut arriver qu'on dise peut-être là, il y a vous aussi, vos valises sont chargées, peut-être vous souffrez beaucoup, peut-être aussi un travail à faire de votre côté. Donc, on se rend compte vraiment en discutant au cours de cet entretien, ce premier entretien qui est très important, quel est le besoin et les capacités de la famille. Qu'est-ce que tu dirais, toi, Virginie? Ben, il y a aussi le fait que, en t'écoutant, je me disais, c'est aussi parfois apprendre les parents à jouer avec leurs enfants. Que même s'il y a cette dimension thérapeutique qui est ajoutée, je trouve que il y a parfois des parents qui ne savent pas ou qui ne veulent pas, enfin en tous les cas qui sont pas très à l'aise par rapport à ça, et que quand on sent qu'il y a comme ça quelque chose dans la relation qui est possible parce que c'est du jeu, il y a un support, c'est voilà, il y a quelque chose qui peut être fait pour qu'il y ait une meilleure relation. Je trouve que parfois apprendre du coup les adultes à jouer avec leurs enfants, ça peut leur apporter que du bien et ça peut aussi du coup permettre de continuer par ce biais-là tout ce travail thérapeutique et tout cet assainissement de la relation si jamais elle est problématique. Et ça permet aussi de découvrir l'enfant un peu d'une autre façon aussi pour les parents. Oui, c'est vrai que tu pointes du doigt. Bonjour Géraldine. J'ai vu que ouais, Géraldine est rentrée là. Tu pointes du doigt le fait que les parents parfois ont du mal à jouer, ce qui était Mm. mon cas, comme je disais tout à l'heure, en tant que parent au départ, en tout cas avec mon fils. Oui, ils ont du mal à jouer parce que bah, voilà, on a tous un vécu différent par rapport au jeu et qu'on a peut-être entendu de la part de nos parents euh, arrête de jouer, mais tu peux pas faire quelque chose d'utile. Enfin, c'est pas possible, quoi. Tu penses qu'à jouer. Il y a la table à faire, il y a tes devoirs à faire. Bon, on a tous, il y a ça. Il y a le fait que peut-être on était seuls à jouer, que nos parents sont pas venus jouer avec nous. Euh, il y a plein de raisons, en fait, qui font Mm. qu'à un moment donné, on va pas jouer ou parce qu'on n'aime pas aussi les jeux de notre enfant. C'est vrai qu'il y a un frein, il y a un Mm. gros frein. Les parents, en fait, ils ont l'impression qu'ils vont pas savoir jouer. Donc, c'est aussi à nous de les écouter et de les soutenir là-dedans. Dans la famille que Ouais. je disais tout à l'heure, la petite fille qui avait 7 ans, avec laquelle j'ai commencé par une thérapie par le jeu. Le père, donc au bout d'un an, il m'a dit ah bah dis donc Lise, franchement, vous m'auriez dit au départ qu'il fallait que je joue, mais je vous aurais envoyé balader. Il est en général assez frontal et s'il avait envie de m'envoyer balader, il le faisait parce que voilà, c'est vrai que les gens n'ont pas l'habitude. Ils n'ont pas Et l'habitude. puis, moi, je voudrais juste rajouter, ça me fait penser à où je travaille et où je fais surtout la thérapie par le jeu. Il y a dans les jeux, dans les jouets, il y a ce qu'on appelle des jouets agressifs. Donc, il y a des pistolets, il y a des épées, etc. Et comme ce sont des enfants qui sont placés pour plein de raisons diverses et variées, souvent les familles qui accueillent les enfants, ils veulent pas qu'ils jouent avec des pistolets, avec des armes, ils trouvent que c'est trop violent, et il y a déjà de la violence, etc. Et par exemple, parce que moi du coup j'inclus les éducateurs et éducatrices avec l'enfant dans le cadre de la thérapie filiale, où en fait, ben, quelque part, on leur apprend aussi à eux à autoriser l'enfant à exprimer la colère ou la violence et à en faire quelque chose au lieu de dire non, non, ça c'est interdit, c'est dangereux, c'est pas beau, etc. Et du coup, ça permet aussi toute cette liberté pour l'enfant et de savoir le gérer sans tabou ou sans crainte, du coup, tous ces jeux-là. Mais effectivement, et après, j'ai vu un petit message passer en disant que parfois les parents ne pensent pas à jouer. Et effectivement, parfois on pense pas, on n'a pas le temps, il faut organiser, il faut faire plein de choses et c'est plus de l'organisationnel que.
Et c'est parce qu'il y a aussi une méconnaissance. C'est vrai que les adultes sont pris, les parents, les éducateurs sont pris dans un quotidien très, très chargé. C'est compliqué, la période est compliquée, mais je pense que c'est souvent le cas. Euh, Oui, moi, une parce fois, que, et, et j'ai- aussi, et aussi parce que le jeu, parce qu'on méconnaît l'importance du jeu chez l'enfant. Et je crois que ça vient aussi de oui, là. C'est qu'on méconnaît que l'importance, le c'est jeu, ouais. comme tu disais, Virginie, tout à l'heure, que le jeu est le langage préféré de l'enfant, Mm. c'est sa façon d'exprimer son monde intérieur. Alors, le problème, c'est que si je joue pas avec mon enfant, le risque, c'est qu'ils se disent, bah, je suis pas important, alors je suis pas aimable puisque mon parent ne joue pas avec moi. C'est, et c'est Et je difficile, vois, hein. ouais, je vois aussi la dernière fois, enfin, il y a un petit moment que ça date, mais il y avait une dame du coup qui accueillait des enfants et j'avais joué avec les enfants et ça avait fait le tour de l'institution en disant mais la psychologue elle a joué, c'était même pas un jeu éducatif. Et donc quoi, il fallait absolument de l'éducatif. Après, je voyais un message passer là, sur le fait que parfois c'était difficile de trouver des jeux et par exemple quand ils ont 17 ans, alors la thérapie par le jeu, elle n'est pas faite pour des grands ados. Néanmoins, je trouve que à l'heure d'aujourd'hui, il y a tellement, il y a maintenant, il y a des bars à jeux qui sont ouverts. Enfin, il y a plein de choses autour du jeu de société. Il y a des jeux de rôle, etc., des jeux de cartes et les grands ados, enfin en tous les cas certains, ils aiment bien jouer maintenant à tout ça où voilà, entre amis, ils sont tous, ils se font des soirées avec des jeux de société ou des jeux de stratégie. Et là, aujourd'hui, il y a un panel de jeux comme ça où il y a enfin, en tous les cas, sur l'île, il y a beaucoup alors ce ne sont pas des magasins, mais des endroits où il y a plein de convivialité, et il y a plein de jeux et on peut choisir un jeu et on joue en groupe, etc. Et du coup, je me dis que voilà, il peut quand même aujourd'hui avoir des choses qui peuvent être sympas. Dans la thérapie filiale, on prend d'abord les enfants qui sont entre, comme on disait tout à l'heure, 3 et 13 ans, mais ensuite on peut associer les enfants un peu plus jeunes ou un peu plus âgés. Ça, c'est dans le cadre de la thérapie familiale. Mais Michel cite Einstein, le jeu est la forme la plus développée de l'intelligence. Et c'est vrai on perd à un moment donné peut-être cette faculté de jouer parce que le jeu il remplit des fonctions puissantes chez l'enfant, mais chez nous aussi, chez les adultes aussi. Et il y a un médecin que j'aime beaucoup, dont j'ai découvert le livre, j'en parlais avec Virginie, le docteur Stuart Brown, qui a écrit Play. Alors c'est en anglais seulement malheureusement, mais il a créé un site aussi qui est le National Institute for Play tout simplement. Et il explique bien que c'est un peu comme le jeu, c'est comme l'oxygène, c'est-à-dire que on le remarque pas qu'il y a de l'oxygène. On remarque si on en est privé. Ben, le jeu, c'est pareil. En fait, qu'est-ce que serait un monde sans jeu? Ça serait un monde sans innovation, sans créativité, sans film, sans humour, etc., etc. Donc on voit bien que aussi, parce que souvent, quand on pense le jeu, on pense jeu de société à partir de l'adolescence. Mais le jeu, il est dans plein, plein d'endroits. Et c'est vraiment, je trouve ça vraiment chouette de pouvoir faire le pont et de dire, tiens, et moi, dans ma vie, où est-ce que je mets du jeu, où est-ce que je mets de la créativité, de l'innovation, de l'humour, la créativité, etc. Alors après, il y avait une question là qui vient de passer sur est-ce qu'on laisse les jeux à disposition? Enfin, je résume un peu, je pense, la question, mais en fait, tous les jeux sont à disposition, tous les jouets sont à disposition. Et comme c'est de la non-directivité, en fait, l'enfant choisit. Voilà, il choisit ce avec quoi il veut jouer. Des fois, d'ailleurs, nous, on joue pas avec eux parce qu'ils ne décident pas de nous faire intégrer leur jeu. Et en fait, tout est effectivement à la disposition et ils font ce qu'ils veulent. Donc, il y a quand même, hein, comme disait Elise tout à l'heure, un guide dans tout ça, hein, mais on va pas se développer tout ça. Mais Mm. voilà, effectivement, il y a dans la pièce, il y a tous les jeux et les jouets qui sont là et c'est eux qui Ouais. commencent et qui décident. D'accord. Donc, Oh, merci. pardon. Au Pardon. risque que l'enfant soit, si ce jour-là il est très agité, etc., au risque qu'il sorte pas mal de choses, enfin, moi c'est ce que Oui, j'observe dans mon cabinet, si je laisse beaucoup de choses à disposition, oui. bah, il va sortir plein de trucs, puis il est dans ça entretient, j'ai l'impression, sa dispersion aussi. Ce qui fait qu'avec un enfant comme ça, peut-être la fois d'après, j'aurais tendance à laisser en évidence deux, trois choses et le laisser Alors, choisir. ouais, en fait, enfin, nous, on laisse comme ça. Alors, c'est vrai que parfois, moi, mon bureau, il ressemble plus à rien du tout, Mhm. parce qu'en plus, parfois, il y a des enfants qui me construisent des cabanes, voilà, avec mes chaises de bureau, etc. Mais en fait, au bout d'un moment, et c'est pas si long que ça, ils font plus tout ça.
Et puis ça vient dire quelque chose aussi quand il est éparpillé comme Oui, ça vient montrer l'angoisse éventuellement ou d'autres choses, mais en tous les cas, l'angoisse, il y a des fois, il y a des enfants, ils ont besoin de regarder aussi tous les jouets, de voir ce qu'il y a, et ils vont vérifier la séance d'après s'il y a encore les mêmes aussi. En tous les cas, dans le cadre de la thérapie par le jeu, c'est surtout ça. Et Ouais, après, comme c'est en tous les cas, nous on fait une séance toutes les semaines. Au bout de 3-4 séances, c'est plus, je vais me permettre de le dire simplement, c'est plus le beans dans mon bureau, où ça l'est moins. Et puis parfois, dans cet éparpillement, il y a des choses qui changent aussi, et tout ça, c'est intéressant en fait. Mais effectivement, il faut être en accord à vouloir, enfin, avoir son bureau tout dérangé. Mais s'il n'y a pas d'accord à ça, c'est OK aussi de leur dire parfois en début que bon, on ne voudrait pas que tout soit sorti. Il y a des règles de certains jeux qui sont peut-être pas à sortir, parce que par exemple, nous, on a une caisse avec du sable. Il y a une règle par rapport à ce sable. Si on veut pas que ce jour-là, je sais pas, je vais dire n'importe quoi qui touche au rideau, on peut mettre une règle sur les rideaux. Ça veut pas dire non plus qu'on laisse tout en freelance. On laisse oui, le plus d'accord. possible. Et, il y a ouais, des choses voilà, si par exemple, ils nous demandent, je sais pas, je vais de se mettre, je sais pas, avec eux à quatre pattes ou bah, si on a mal au dos ce jour-là, on a le droit de leur dire, bah, c'est pas OK pour nous, quoi, en fait. Ouais, il y a tout un. Voilà. ouais. D'accord. De ce que tu as dit pour compléter peut-être et donner mon point de vue, Mm, euh, il y a un cadre stable en fait qui est important mm, dans l'approche non directive parce que comme disait Virginie tout à l'heure, par exemple, cet enfant-là qui était sorti en disant qu'elle retrouvait tout, bon, ben, mm, pour moi, c'est vraiment important en termes d'attachement. Donc dans cette approche, en tout cas, c'est ce qu'on privilégie, c'est un cadre stable. Ça veut pas dire qu'on va. Il y a par exemple des petits ajustements si on a un public un peu plus adolescent. On va avoir d'autres jeux donc qu'on va mettre à disposition et qu'on va pas mettre forcément à disposition pour des tout petits de l'argile, par exemple, ou des choses plus qui demandent un peu plus de savoir-faire, d'être un peu plus Mhm. grand. Euh, Après, il y a aussi une autre règle, c'est qu'on ne demande pas aux enfants de ranger. C'est pas comme à la maison, donc on ne demande pas aux enfants de ranger. Donc les enfants peuvent au fur et à mesure sortir un jeu, en ressortir un, revenir au premier. Il y a quelque chose comme ça. C'est vrai que ça demande de ne pas être trop maniaque. Je me souviens que quand on fait la formation au départ, il y avait parce que souvent on a un bac à sable. Et alors, il y en a qui disent, ah non, le bac à sable, non, là, on ne peut pas y avoir du sable dans mon cabinet quand même. Alors, c'est vrai que il peut y avoir un peu de sable dans le cabinet. Mais en général, comme dit, enfin, mon expérience aussi rejoint celle de Virginie, c'est que moi aussi, j'ai eu mon cabinet transformé un peu en souk au départ. Mais ça tend à. Ça ne dure pas, ça dure un certain temps. Et puis, si l'enfant est vraiment éparpillé, on peut mettre des mots dessus. Dire, ah, c'est mm, difficile aujourd'hui, c'est vraiment dur, tu n'arrives pas à choisir, tu sens que ça va dans tous les sens. Voilà, on va mettre des mots, on va choisir plutôt l'empathie, l'expression de l'empathie, et on va le suivre. Mais en effet, on peut aussi avoir des règles, et ça, on le travaille dans la formation, qui sont des règles personnelles. Par exemple, moi aussi, j'ai un rideau des persiennes, et je dis ça aux enfants, ça, tu peux pas le faire. Mais on le dit pas au départ aux enfants, on le dit au fur et à mesure. Mais tout ça, ça fait partie de la formation. On donne pas un cadre au départ, on dit simplement au départ à l'enfant, ici, tu peux faire et dire presque tout ce que tu veux. Mais dans le presque, il y a déjà un cadre qui est donné. Oui, Et on dit à l'enfant, et s'il y a quelque chose que tu ne peux pas faire, je te le dirai. Simplement, voilà. C'est très simple, c'est à minima, mais c'est quand même un cadre qui est donné à l'enfant. Et par exemple, si l'enfant est violent aussi, il y a aussi des choses qu'on fait à ce moment-là mm. pour aider l'enfant à réguler ses émotions et pour rendre la relation toujours possible. Parce que, oui. On ne peut pas accepter de se faire frapper ou que l'enfant se mette en danger, par exemple. je comprends, merci. Est-ce qu'il y a d'autres Oui, Elisabeth qui disait qu'elle était éducatrice et que vous utilisiez beaucoup le jeu où l'enfant crée la règle. Mais bien sûr, le jeu, il n'est pas utilisé que par les psys. Il est utilisé aussi, et même souvent un peu plus dans le monde de l'éducation par les éducateurs, les psychomoteurs, etc. C'est simplement que là, c'est une approche particulière thérapeutique, en fait, que nous, on transmet, qu'on s'est formé à cette approche et on souhaite la transmettre. Mais ça peut être utilisé vraiment dans d'autres domaines et c'est super. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres questions Est-ce qu'il y a une dernière question pour finir? Parce qu'il est déjà 19h12, donc on va pas tarder. Mais s'il y a une dernière question.
Non? Bon, eh bien, merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Hâte de suivre l'atelier, dit Michel. Merci. Eh ben, chouette. N'hésitez pas. Donc, les inscriptions sont ouvertes sur le site d'IFRE, institut-relation.fr. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez aussi nous contacter. Idem pour la formation qui aura lieu donc au printemps prochain. Merci, c'était très intéressant. Bah, merci d'avoir. C'est toujours riche de, aussi de partager. Et puis, il y aura un replay aussi parce qu'il y a des personnes. Alors, si vous connaissez des personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à nous dire si on a si on a le mail de la personne, euh, on, on pourra transmettre. Si vous-même êtes intéressé par le replay, vous pouvez nous adresser un mail aussi et on vous adressera l'enregistrement avec plaisir. Tu veux dire quelque chose? Merci. Merci. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée, merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Je ne sais pas s'il y a encore du monde. Je vois pas, moi. Après l'arrêt, vous recevrez un courriel lorsque l'enregistrement sera prêt.